Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startup tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Pourquoi est-ce que tu as choisi de venir cette année ? Vous m'avez convaincu. Non, sérieusement, je pense que Vivatech est rendu à sa maturité. On est d'accord que l'intelligence artificielle est partout. Les robots sont pas prêts et sont loin d'être prêts. Ah, ça dépend lesquels. Ça dépend quel type de robot. Ça dépend lesquels. Là, excusez-moi, mais ces robots-là, c'est du pipi de chat. Les robots, mon boulot. Oui. Ça rime en plus, les robots, mon boulot, c'est pas mal. Monde Numérique, le grand débrief. Bienvenue dans le grand débrief de Monde Numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts, de la donnée et de la connectivité. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur le site freepro.com. Merci à FreePro de soutenir Monde Numérique. Bonjour et bienvenue, c'est le grand débrief de Monde Numérique, l'émission mensuelle qui décrypte l'actu tech avec, mesdames et messieurs, des grandes voix du journalisme high-tech. Peut-être parmi les plus fameux observateurs du secteur, j'ai nommé François Sorel et Bruno Guglielminetti sont là. Bonjour Paris. Bonjour. Merci messieurs d'être avec nous ici aujourd'hui pour cette émission spéciale qui est à la fois en audio, en podcast, sur le fil du podcast Monde Numérique comme d'habitude, également en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et nous enregistrons ici même à Vivatech, 8e édition de ce salon des technologies à l'Européenne, à la porte de Versailles, à Paris. Une émission qui est donc mise en ligne exceptionnellement un peu plus tôt, parce que vous savez que la promesse du grand débrief, c'est de tomber pile le dernier jour du mois et de s'intéresser à tout ce qui s'est passé au cours du mois écoulé. Là, en fait, on va faire une espèce de mix à cause de Vivatech. On met ça en ligne un peu plus tôt. On va parler de l'actu du mois, mais on va parler également, bien sûr, du contenu de ce salon. On voit ça tout de suite. Jérôme, est-ce que je peux commencer pour dire quelque chose ? Là, tout de Vous suite. savez que Jérôme là est très perturbé. Ah, Il est très perturbé parce que tout est décalé en fait dans son cerveau avec la sortie du grand débrief. C'est pas le bon jour, c'est pas la bonne semaine et je le vois. Il est stressé comme ça. Je suis pas stressé. Tout va bien se passer. Tu sais qu'on est très content d'être là déjà. Bah avec oui. Bruno là, C'est on super. est très heureux. C'est génial d'avoir répondu présent. Mais attends, mais c'est normal. Alors l'événement, c'est que Bruno est venu spécialement du Canada. Il va nous raconter c'est vrai. ça tout de Ah suite. oui, après l'émission, je ne vois pas. Mais après l'émission, il s'en va. Ouais. En fait, il part en fumée comme ça. Pouf, pouf. Vous savez que cette émission elle a un sens particulier pour moi parce que en fait Vivatech c'est important pour nous tous, mais pour moi c'est un anniversaire. Et c'est le 3e anniversaire de Monde Numérique qui avait été lancé à l'occasion de Vivatech il y a 3 ans. Donc en fait, chaque fois qu'il y a Vivatech, c'est un nouvel anniversaire pour Monde Numérique. Oui, 3 ans. Mais qu'est-ce que c'est bien foutu tout ça quand même. Pas mal, hein. Bravo. On dirait que c'est fait exprès. Ouais. Bon, pas la peine de vous présenter, mais je vais le refaire quand même au cas où il y ait des Esquimaux qui nous écoutent tout d'un coup. François Sorel, RMC BFM Tech & Co, présent sur le salon pour tout un tas d'émissions d'ailleurs. On a fait Tech & Co
mercredi, jeudi depuis ici, de quoi je me mail aussi, et lundi prochain aussi. Bah, c'est un rendez-vous important, hein. Donc forcément on est là. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que c'est pas loin de nos studios. On est à 2 arrêts de tram, donc ça c'est vraiment un confort. Alors CES, c'est un peu plus compliqué, tu vois. pour nous, c'est pas loin, mais pour Bruno, c'est beaucoup plus loin. Oui, mais évidemment, attends, parce mais que C'est à l'autre bout de la rue. il peut faire un effort quand même de temps en temps. il arrive de Montréal. Des choses. Non. Pourquoi est-ce que tu as choisi de venir cette année? Vous m'avez convaincu. Non, sérieusement, je pense que Vivatech est rendu à sa maturité. Et ce que je chantais pas par le passé, mais là, j'ai l'impression Vivatech a trouvé sa personnalité. Et là, ça vaut vraiment la peine de se déplacer. Puis en plus, il y avait quand même un contingent canadien qui venait faire son tour. Donc, rajouter ça à la maturité de Vivatech et de l'offre, moi, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, on fait souvent des comparaisons avec le CES de Las Vegas, mais ici, je trouve des départements français. Ouais. Je trouve... Il y en a aussi à Las Vegas. Ouais, mais pas en si grand nombre. Puis c'est toujours des tout petites start-up là, dans l'Eureka Park. Mhm. Là, on sent qu'ils viennent en contingent plus important. Mais surtout aussi la présence de l'Afrique, Oui, qui c'est vrai. est très peu présente au CES. Là, elle est présente. L'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord. Et pour moi, qui viens faire un tour par ici, c'est précieux. Alors, Vivatech, il faut refaire rapidement la petite fiche d'identité. Hein. Donc, ce salon qui a été lancé il y a 8 ans par Publicis, l'agence de communication, et par le groupe média Les Échos, avec le soutien du gouvernement, des pouvoirs publics, c'est toujours très important en France. Ils annoncent 150 000 visiteurs cette année, 2800 exposants, donc c'est vraiment une réussite. On ne va pas débattre des chiffres, mais c'est la même chose que le CES. Donc, qui dit vrai, qui dit faux Mais on ne sait pas où ils les mettent, en tout cas. Alors, il y a quand même du monde. Hein. Non, mais les participants, il y en a. Mais c'est au niveau des exposants. Je me demande où ils les mettent, ces exposants. Ah oui, il y a plusieurs halls. Tu sais, tu dois te déplacer un peu, Bruno. Ah oui, je sais, mais il y a 2 halls. D'ailleurs, le Canada est dans le 2e hall. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait Dans le de l'autre parking. côté. T'es pas allé dans le parking. Ah non, ça, j'ai pas Il y vu. a aussi des startups dans le parking. J'ai vu Airbus dans le parking. Oui, Mais ils à ont part eu du de mal ça- à rentrer leurs avions d'ailleurs. Ouais, C'était c'est pour compliqué. ça qu'ils ont décidé de prendre des bus maintenant. Et voilà, et puis ils les ont démontés. Enfin, toute une Exactement. histoire, on va pas vous raconter. Non, cette mais c'est histoire-là. ça. Bon, c'est le problème un peu de cette émission, c'est que la promesse, c'est qu'on débriefe les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Oui. Mais parfois, on sort carrément du sérieux quand même. Ouais, mais ça, c'est ton travail de nous ramener à l'heure. C'est tout. Voilà. Pour revenir justement à la François. comparaison avec le CES, c'est vrai qu'il n'a pas lieu d'être, tu as raison. Mais malgré tout, la grosse différence, c'est que le samedi, Vivatech est ouvert au grand public. C'est vrai. Ce qui n'est pas le Tout à cas fait. du CES. Donc voilà. Et puis Et il y a beaucoup de monde, des familles, etc. Un peu comme l'IFA de Berlin. Exactement. Ouais, mais je présume que si l'État payait pour le CES, ils auraient une journée ouverte à la population. Tu Ce qui n'est crois pas le cas. Ben oui. C'est vraiment un salon pro quand même, le CES. Ouais, et non je pense que s'il y avait du financement de l'État américain, peut-être. il serait redevable puis aux contribuables. Gary Shapiro, si tu nous écoutes. Bonsoir. Et voilà. Bonsoir, Gary. Alors, je pense que tu as remarqué, Bruno, ce qui est pas mal aussi, c'est quand même la dimension internationale qui était voulue dès le départ et qui a réussi à être maintenue, et notamment à travers les speakers. Cette année, pour la deuxième fois, la présence d'Elon Musk. Alors, cette année, c'est en virtuel. L'année dernière, il était là. Physiquement, là, il était là en visioconférence cette année. Et puis, Linda Yaccarino, la patronne de X, le PDG de Baidu, le site chinois, Eric Schmidt, Yann Lequin, Yoshua Benjo. J'allais dire notre ami, on va pas pousser jusque-là, mais le chercheur québécois, canadien qu'on a interviewé ensemble il n'y a pas très longtemps. Cette année, pas de président de la République en revanche, alors qu'Emmanuel Macron vient tous les ans parce que c'est pas son bébé, mais en tout cas, il est en terrain conquis. Mais cette année, Nouvelle-Calédonie. Donc, pas d'Emmanuel Macron. Et sur le fond, donc voilà pour la partie présentation, pour tous les gens qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur ce salon Vivatech. Et sur le fond maintenant des thématiques, on est d'accord que l'intelligence artificielle est partout, on va en parler. Et puis aussi les thèmes forts, donc mobilité, la santé, la e-santé, un peu de robotique. Je pense que c'est intéressant, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc je vous propose de parler de tout cela ensemble. Évidemment, en se rattachant aux actus en IA qui sont tombés ces dernières semaines, et ils sont encore passés des tonnes de trucs avec le nouveau modèle, le nouveau chatbot, oui, le nouveau modèle, GPT-4o d'OpenAI, les annonces de Google qui a lancé une nouvelle version de Gemini 1.5, Microsoft qui annonce une gamme d'ordinateurs autour de l'intelligence artificielle et de l'IA partout sur le salon. Qu'est-ce que dans ce gloubi-boulga de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous retenez comme fait saillant, François ?
Alors, il y a plein de choses qu'on évoque déjà depuis pas mal de mois. Il n'y a pas de nouveauté d'IA ici. En fait, le Vivatech, c'est pas un salon de nouveautés, je trouve, perso. Il n'y a pas d'annonce véritablement. C'est la confirmation de choses qu'on a déjà vues, soit au CES, soit qui ont été annoncées par les géants américains. Mais tu vois, typiquement, on a assisté à une présentation Microsoft avec Copilot. Rien n'a été annoncé par Microsoft ici. Copilot a été annoncé il y a quelques jours. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de démos. Ça, c'est pratique parce que on voit justement comment fonctionnent les choses. En matière d'IA, il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que aussi, ce qui se passe, c'est que on essaie de rattraper notre retard, nous, en France. Il y a pas mal de startups qui se mettent vraiment à l'IA générative et ça devient un vrai sujet. Et d'ailleurs, c'est aussi un vrai sujet pour les entreprises, les grosses boîtes qui sont présentes ici et qui commencent à goûter à l'intelligence artificielle. Parce que nous, on baigne dedans toute la journée, mais pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire, tout ce qu'on raconte. Bien sûr. L'IA et l'IA générative, encore moins. Éventuellement ChatGPT, parce que c'est vrai que ça a été fortement médiatisé. Mais il y a encore un devoir de pédagogie, de infuser tout ça pour que, en fait, tout le monde puisse se rendre compte du changement que ça représente. Juste un mot, dans Tech & Co, j'ai reçu Eric Carrel, qui est le patron de WeThings, qui est, au-delà de WeThings, est une figure de l'innovation française. C'est quelqu'un qui a un talent fou, qui est un ingénieur de très très haut niveau, et qui me disait, François, ça fait 35 ans que je suis dans la tech, l'intelligence artificielle générative, je trouve que c'est la plus grosse innovation que j'ai jamais vue. Alors qu'il a connu le début d'Internet, le gars. Donc c'est pour vous dire quand même ce qu'on est en train de vivre. Et on ne se rend pas compte de ce qui se trame. Tsunami, c'est toujours le mot. Alors nous, on s'en rend compte sans doute, tu vois. Peut-être même pas à sa juste valeur. Mais pour le grand public, il y a un travail immense de pédagogie et de sensibilité à faire. Bruno, pareil, Vivatech, et puis Gemini, OpenAI les annonces. Oui, mais je vais revenir sur un truc qui disait, c'est tellement intrinsèque à l'actualité numérique que j'avais presque le réflexe systématiquement quand je rencontrais des gens ici à Vivatech de leur demander et l'IA, elle est où dans votre produit? Ouais. C'est même pas est-ce qu'il y en a, mais où est-ce qu'elle est? Oui. Et c'est... puis finalement, je me disais, non, ça n'a rien avec l'IA, là, c'est autre chose. Mais c'est ça. Mais avec les dernières annonces qui ont été faites, Moi, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on serait rendu là. Déjà que, ChatGPT, il y a 1 an et demi, là, on l'attendait pour 2035, ça, on s'entend. Mais aujourd'hui, ça va tellement vite, j'ai peur à l'an prochain. Et puis, ça revient à la discussion qu'on avait eue avec Yoshua Bengio. Oui. Dans l'entrevue, Yoshua Bengio nous disait il faut mettre un encadrement avant qu'on arrive avec des modèles qui sont extrêmement puissants. Ce qu'on a vu il y a une semaine par OpenAI et Google, c'est le début des modèles de langage puissants. Ouais. Il n'y a pas de législation encore qui sont là et on les voit arriver sur le marché. Et quand tu dis, et c'est vrai, puis j'ai eu des discussions avec des gens ici et des gens du Canada qui sont aussi ici, les entreprises se posent des questions à quoi ça va servir l'intelligence artificielle pour nous. Et autant monsieur, madame, tout le monde à la maison se demande mais qu'est-ce que je vais faire avec ChatGPT, autant les entreprises se disent OK, mais comment ça vient améliorer le modèle? Comment ça peut me faire économiser ou comment ça peut me faire de l'argent? Et c'est là où est tout le défi dans l'industrie. Et moi, je prévois que la prochaine année, un peu comme avant la pandémie, on parlait de la transformation numérique dans les entreprises. Bien, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, comment on l'intègre dans nos opérations. Bien sûr, avec cet effort de pédagogie important. D'ailleurs, dans le plan qu'a annoncé Emmanuel Macron, il y a une partie... Alors, c'est 10 millions d'euros, effectivement. Pas grand-chose. Hein. Quand on compare ça aux centaines de millions qui vont être dépensés pour les clusters IA, etc. C'est 10 pas millions pour l'aspect éducation, voilà. Sensibilisation. Ouais. Conseil national du numérique pour justement, ce que tu disais. Il y a aussi 400 millions pour créer pour initier véritablement des entreprises et autres. Pour aller à la rencontre des gens et leur expliquer, vous avez connu Internet, la prochaine révolution, c'est l'intelligence artificielle générative. Vous ne savez pas ce que c'est.
pas de problème, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va vous expliquer. Mais ça va peut-être impacter, votre vie, 2, votre carrière professionnelle. Peut-être que vous serez obligé de changer de travail parce que c'est bien beau, tout n'est pas beau dans l'intelligence artificielle générative. On sait qu'il y aura des dégâts. Il y aura des dommages collatéraux. Et quand tu discutes avec les auteurs du rapport sur l'IA, ils le disent. Il y a des métiers qui vont disparaître. Comme avec l'informatisation. Mais bien sûr, oui, bien sûr. Mais ça, il faut préparer les gens à ça. Tout à fait. Il y a toujours ce côté méfiance, panique parce que je risque de perdre mon job ou de perdre mes repères. Certes, on va perdre nos repères. Certains vont perdre leur job. Certains, leur job vont être transformés. Mais ça va bien se passer. Mais il faut comprendre tout ça. Mais est-ce que vous avez remarqué, justement, malgré tout, le discours qui se veut très rassurant ? Tu parlais de Microsoft. Microsoft qui commence à annoncer des chiffres en disant il y a 3 employés sur 4 qui utilisent déjà l'intelligence artificielle. Ça fait gagner 30 minutes par jour de productivité. C'est habile, ça, communiquer là-dessus. Voilà. Et en même temps, un discours qui se veut très rassurant, mais il ne s'agit pas de remplacer les gens, de supprimer les postes. Donc, est-ce que ce n'est pas finalement mauvais signe, ce discours volontairement rassurant ? C'est aussi ce qui nous fait dire, mais attention, c'est qu'il se passe quelque chose. Quoi. Ça ne fait que redonner plus d'importance au travail qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que eux sont là pour vendre leurs solutions. On s'entend, là? Alors que ce soit Google, OpenAI, Anthropic, Microsoft et compagnie, ils sont là pour vendre des solutions. Alors, c'est sûr que c'est que du bon. Mais, de l'autre côté, les gens qui traitent de cette actualité-là, c'est à nous, en partie, à ramener les enjeux et à parler des questions, à soulever les interrogations, puis, à quelque part, peut-être à l'occasion, trouver des solutions. Bonsoir. Tu parlais de Microsoft. Microsoft, ils sont là pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de philanthropie. Oui, mais toutes les entreprises qui sont là d'une manière générale. Bien sûr, non, mais il faut se mettre à leur place. Ils sortent un nouveau produit très efficace dont ils connaissent la puissance avec OpenAI, donc ils sont là pour gagner de l'argent. Et la connaissent-ils? Pardon? La connaissent-ils, la puissance? Des fois, je suis pas certain. Parfois, je me demande, ça va tellement vite, je pense pas qu'ils aient le recul nécessaire. C'est ça. Et personne ne l'a, de toute façon. Mais si tu veux, donc, ils sont là, eux, pour gagner de l'argent. Ils y vont malgré tout à pas de velours, parce que il faut pas aussi que ça leur desserve et qu'on dise que grâce à leurs outils, on détruit des emplois. Donc, c'est toujours très compliqué, si tu veux. Ouais, c'est difficile. Mais je pense que, malgré tout, ils sont plutôt malins, parce que ce qu'on a écouté tout à l'heure était assez intéressant, plutôt rassurant, en disant, le discours, c'est que les employés qui vont utiliser nos suites, qui coûtent très cher d'ailleurs, 30 € par mois par poste. Par poste, je ne sais pas si tu te rends compte, pour une entreprise, c'est énorme monstrueux. Mais ce qui va se passer, c'est que finalement, les employés vont avoir plus de temps pour faire autre chose. Oui, pour travailler plus, pour être plus productif. Pas forcément. Enfin, ça peut être peut-être plus de temps pour prendre du recul par rapport au travail que tu fais. Ouais. Tu vois, essayer d'être moins la tête dans le guidon. C'est plutôt, je faisais 20 entretiens dans la journée ou dans la semaine. Et juste un truc, attends, excuse-moi, après je termine, je te laisserai la parole, mais juste un truc. On se rend compte qu'aujourd'hui, après ce qu'on a vécu et le Covid, le télétravail est monté en hyper puissance et on travaille plus de la même manière. On adapte son emploi du temps. On travaille peut-être un peu, vraiment très fort le matin, mais après on va se faire un petit break. Malgré tout, on va bosser, on va être autant productif. Et je pense que ces outils-là vont nous aider à être plus productifs, en gérant mieux notre temps de travail, si tu veux. Et ça, c'est pas rien. C'est un peu le message de Microsoft, et je trouve qu'il est très malin. Ouais. Mais où moi je me porte en faux à ce que tu dis, c'est que souviens-toi de l'arrivée du laptop, de l'ordinateur portable. Oui. Ça, c'est le genre d'appareil, le cheval de Troie qui était rentré par les employeurs aux bons travailleurs qui disaient « Je te félicite, je te remercie, puis je te fais tellement confiance que je te remets un ordinateur portable que tu t'amènes chez toi si tu as besoin de travailler. » Qu'est-ce que ça a donné? Les gens bossaient le soir, les gens bossaient le week-end. Les gens n'ont pas moins travaillé parce qu'ils avaient ça. L'intelligence artificielle, quand c'est entré dans les entreprises, c'est certain que ça va simplifier et ça va rendre beaucoup plus rapide certaines tâches. Mais je suis pas certain qu'en bout de ligne, les employeurs vont laisser plus de temps aux gens pour réfléchir sur leur travail. Ils vont leur trouver autre chose à faire. Réfléchir, c'était un exemple. Je pense qu'il y en a d'autres. Mais les parlants.
Il est parlant, cet exemple. Oui, c'est clair. Tu sais, enfin, je pense qu'on ne trouvera pas la réponse ici, mais c'est vrai que le sujet est super intéressant. C'est hyper intéressant. C'est la même question que pour la robotique. Moi, j'interviewais une société, ex-société française, Aldébaran, qui aujourd'hui fait partie d'un groupe allemand et qui fait des robots de service pour les hôpitaux, pour aussi les restaurants, etc. Et ils ont également ce discours très, très, très rassurant. Il ne s'agit pas de voler les emplois des gens, sauf qu'on sait qu'il y a notamment dans la restauration, où c'est ce qu'on appelle les métiers en tension. On a du mal à trouver des employés et il y a des gens des restaurateurs qui commencent à s'équiper de robots ou à envisager de le faire pour remplacer des gens, non pas en les mettant sur le carreau, mais parce qu'il n'y a personne pour occuper ces postes-là, ce qui est aussi une autre forme de substitution du travail humain par le travail des machines. Et malgré tout, toujours un discours très rassurant. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'interview du directeur d'Aldébaran sur le podcast Monde Numérique. Mais il n'y a jamais eu un meilleur moment pour introduire les robots dans les environnements de travail, dû à ce qu'on a vécu avec la COVID. Ouais. À partir de ce moment-là, puis il y a la COVID, il y a aussi la prise de la retraite par toute une génération de baby boomers qui, tranquillement pas vite, s'en vont vers une autre partie de leur vie. Mais donc, c'est ça qui crée le problème de la main-d'œuvre. Et de voir l'arrivée des robots. On aurait fait ça il y a 5 ans. Ça aurait été la révolution. Les carrés jaunes, c'était rien, là, à côté de ce qu'ils auraient pu vivre. Mais là, aujourd'hui, comme il y a le manque de main-d'œuvre, ben, les robots, ils arrivent. C'est une solution comme une autre. Il n'y a personne qui se plaint. Il n'y a personne qui sont dans les rues en train de dire « les robots, mon boulot ». Non, c'est fini. C'est vrai, pour l'instant. Oui. Ça rime en plus, les robots, mon boulot, c'est pas mal. Ah, ça fait 2 ans que je cherchais pour la placer. D'habitude, je suis d'accord avec toi, là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que déjà, je pense qu'il y a un problème de timing. Quand tu te balades ici, les robots sont pas prêts et sont loin d'être prêts. Ah, ça dépend lesquels. Ça dépend quel type de robot. Ça dépend lesquels. Les robots d'Aldébaran dont je te parle, ils sont efficaces. Enfin, tu vois, ils peuvent suivre une infirmière. Ouais, mais là, excusez-moi, mais ces robots-là, c'est du pipi de chat. Ce qui va se passer demain. Toi, tu attends. Attention au chat. Non. Mais demain, quand on va avoir des robots comme ceux de Figure.ai qui mixent le meilleur de la technologie, on va dire robotique, et l'IA générative. Là, ça va être un game changer incroyable. On se rend pas compte. J'ai discuté, j'ai reçu dans Tech & Co le patron de Enchanted Tools, une boîte géniale de robotique. Ouais. D'ailleurs, le Jérôme Monceau, qui est le patron, était chez Aldébaran auparavant et il a monté sa boîte de robots. Et c'est un robot très mignon avec, vous savez, qui s'appelle Miroki et qui se balade en fait sous une boule. C'est très intelligent parce que je lui ai posé la question, pourquoi c'est une boule et pas des jambes ? Parce que c'est plus facile à faire, ça tombe moins souvent en panne et ça consomme moins d'énergie. Ok, il a raison. Et en fait, il se balade de la même manière qu'un robot avec des jambes, en fait. Ça monte pas les escaliers, en fait. Et il dit, ça monte pas les escaliers. Ouais, mais bon, Figure.ai, je suis pas sûr qu'il monte encore beaucoup les escaliers. Hein. mais non, mais t'as raison. Au bout d'un moment, il y aura ce problème-là. Mais il dit qu'il commence à travailler sur l'intelligence artificielle générative et ça va être un game changer, notamment pour toutes les personnes qui sont dans la solitude et qui, par exemple, les personnes âgées, vont, dans quelques années, c'est certain, avoir des compagnons comme ça, qui mixeront la robotique et l'intelligence artificielle générative pour leur tenir compagnie, pour les surveiller, pour détecter des anomalies, des choses comme ça, des chutes. Enfin, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se tramer. C'est pour ça que je disais que là, on en est au tout début. Oh, c'est une autre génération dont tu parles. Ici, il doit y avoir une révolution, à mon avis, de soulèvement de l'humain. Ouais. Ce sera quand ça arrivera. Ouais. Et ça sera, à mon avis, dans 5 ans. Mais dans 5 ans, on en reparle. Bon, super. L'apocalypse selon François Sorel. Non, pas l'apocalypse, mais... Non, mais encore une fois, nous, depuis toutes ces années, on est positif dans la technologie et ça va être incroyable. La solitude est un mal qui est de plus en plus important parce qu'on vit de plus en plus longtemps et que la vie fait que souvent on se retrouve seul. T'imagines si demain tu as des outils qui permettent aux gens de pas vivre cette solitude, etc. C'est énorme, en fait. Ça va être des trucs qui vont changer la société. Bruno, François, si on revient à des choses très, très concrètes qui se sont passées ces dernières semaines, l'une des annonces les plus récentes, c'est donc, on parlait de Microsoft, c'est l'annonce de nouveaux PC qui seront réellement orientés intelligence artificielle. Alors ça occasionne plein de choses. Ça veut dire Copilot intégré d'office. Donc toutes les marques qui vont faire ça intégreront Copilot. Je crois même qu'il y aura une touche sur le clavier Copilot, c'est ça ? Oui. Ouais. Ça veut dire également changement au cœur de la machine avec
de nouveaux processeurs. Microsoft fait rentrer le loup dans la bergerie en ayant choisi les processeurs ARM. C'est sur l'architecture ARM. Est-ce que pour vous, c'est un tournant, ce truc-là? Alors là, on revient à des choses très concrètes, très consumer, très pratico-pratiques, mais qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je pense que Intel est véritablement un tournant. Et à mon avis, chez Intel, on ne sabote pas de champagne en ce moment. Parce que le fait que Qualcomm arrive sur le marché qui était réservé à Intel Qualcomm et à AMD. Ces fameux processeurs Snapdragon d'architecture ARM. Exactement. En gros, le marché de l'informatique personnelle, le PC sous Windows, c'était 90% Intel, 10% AMD. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Tout le monde était content. Surtout Intel d'ailleurs. Ils avaient fait un petit peu d'ARM, oui, mais ça a été, c'est vrai. La majorité avec les surfaces laptop, Ouais. ça a été un bid monstrueux. Microsoft s'était essayé là-dessus. Il fallait un Windows spécifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sûr. Les programmes que vous téléchargiez via le navigateur ne marchaient pas parce que c'était pas la même architecture technique. Sauf que là, tout ce qui change, c'est quoi? C'est que Qualcomm arrive et est allé voir Microsoft en disant, vous savez quoi les gars? Je vous fais un processeur qui va chauffer moins, qui va avoir 20 heures d'autonomie sur un PC, qui va être plus fin, et en plus, je vais pouvoir émuler les programmes x86 qui tournent sous Intel. Et en fait, pour l'utilisateur, ça change rien. C'est-à-dire que toi, tu vas acheter un PC qui va être plus fin, qui va avoir 20 heures d'autonomie comme un MacBook Air, parce que c'est la même architecture, ça sera une architecture sous ARM, et tu vas pouvoir faire tourner ton Windows comme avant, avec une puissance monstrueuse, parce que Qualcomm arrive à faire des puces aujourd'hui qui sont incroyablement puissantes. Et là, tu as Intel qui doit regarder ça comme ça en disant « Mais waouh, qu'est-ce qui est en train de m'arriver ?» Le cheval de Troie, c'est l'IA générative. Qualcomm a dit « Et en plus, si vous installez mes puces sur les PC, monsieur Microsoft, on va accélérer Copilot+. » Ok ? Intel a dégainé en fait une série de processeurs concurrents, mais ils vont mettre beaucoup plus de temps pour être prêts. On ne sait pas s'ils seront tout aussi puissants. Et donc le loup est rentré dans la bergerie, tu l'as dit exactement. Et c'est peut-être l'une des plus grosses actualités hardware de cette année 2024. Le fait que Microsoft accepte aujourd'hui, dans ses PC, d'avoir des processeurs Qualcomm. Ça passe un peu en second plan par rapport aux annonces d'intelligence artificielle, mais c'est effectivement très important. Stratégiquement, c'est important. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Et même, il n'y a pas que Intel qui doit être malheureux, mais moi, j'avais une bonne pensée pour des gens qui... Tu sais, tout le phénomène de la migration vers Apple et les MacBooks, là, oui. Je m'excuse, mais c'est pas une bonne nouvelle parce que j'ai l'impression que Microsoft est en train d'arrêter l'hémorragie. Parce que et c'est bientôt, là. À la mi-juin, les premiers appareils vont être sur le marché. Oui. Moi, je vois, et je sais, même dans mon entourage, il y a des gens qui pensaient migrer vers du Mac. Ben non, ils vont attendre parce que ça semble être assez prometteur. Alors ça, oui, tu verras que dans quelques années, tu vas acheter un laptop et tu pourras, comme il y aura la même architecture technique, installer soit un macOS, exactement, soit un Windows, ouais, de manière totalement transparente. Ça, non, mais avec peut-être un jour, dans un futur très lointain. Avec cette architecture Qualcomm. Oui, techniquement, mais après, tu sais bien qu'il y a des enjeux et des accords commerciaux qui bloquent tout ça. Ouais. C'est pas... Ouais. Mais la limite ne sera que commerciale, parce que techniquement, logistiquement, on pourra le faire. Ce qui est une bonne nouvelle. Si l'Europe passe par là et jette un œil là-dedans... Si l'Europe nous oblige à installer deux systèmes d'exploitation sur tous les ordinateurs... L'Europe pourrait obliger Apple à ouvrir son système d'exploitation sur des machines autres que celles d'Apple. Ouais. Ce serait pas déconnant. Hein. Mais tu imagines? Mais oui. Qu'est-ce que vous pensez de la fonction Recall ? La fameuse fonction Recall qui a été présentée par Microsoft, c'est aussi une des troisièmes annonces. Donc cette espèce de Big Brother qui va surveiller tout ce qu'on fait en permanence sur notre PC. Là, je caricature, mais c'est en présentant le mauvais côté des choses. Le but du jeu, c'est pouvoir remonter dans le temps si on a perdu un document, on ne sait plus ce qu'on faisait, etc. Et c'est à la fois intéressant si on regarde ce que propose Microsoft, mais en même temps, il y a déjà une levée de bouclier pour des questions de vie privée, etc. Bruno? La bonne nouvelle, justement parce que c'est un enjeu sur la vie privée, la bonne nouvelle, c'est que ça sera possible de
pas désinstaller, mais tout simplement de... On va le désactiver, ne pas merci, l'utiliser. désactiver, c'est le mot que je cherchais. Mais sinon, effectivement, de savoir pister en temps réel. Moi, à la blague, quand j'ai vu ça, je parlais avec quelqu'un qui était en cybersécurité. Bonjour les services de renseignement et les gens qui font parce que ça l'espionnage. va enregistrer, enfin, ça prendra des photos quand on tape les mots de passe, notamment. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien, tu peux retrouver le mot de passe que tu as inventé il y a 5 ans. Oui, mais quelqu'un peut passer aussi et retrouver les mots de passe. Exactement. Ah non, c'est ça. Mais pour la majorité des utilisateurs personnels, là, je parle pas du corporatif, c'est sûr que c'est un plus. Parce que je reviens encore à mon exemple Mais de c'est monsieur, audacieux madame. comme fonction, non? Enfin, ça ressemble à ce que Apple avait proposé exactement. avec, je sais plus comment ça s'appelait, Time Machine ou non, Time Machine, c'était de la sauvegarde. Non, mais c'est différent, hein, d'après ce que j'ai compris. Alors, j'ai pas vraiment compris ce que c'était, mais en gros, c'est comme si tu avais une pige, comme on dit dans notre métier. Quand on enregistre l'émission, on garde toujours une pige, c'est-à-dire un enregistrement. Un mouchard. C'est comme si tout ce que tu faisais sur ton ordi était enregistré et que tu peux rembobiner finalement. Si par exemple tu effaces un document Word par inadvertance, là avant tu étais cuit. Là, il suffit que tu rembobines pour retrouver ton document. Le principe de la time machine. C'est super en fait, c'est vraiment top. Oui, mais c'est juste que... Et franchement, moi je trouve que Microsoft a une très bonne idée parce que ça part d'un bon sentiment. Ouais. Évidemment, comme toute innovation, il y a ceux qui sont contre. Et effectivement, si tu as des choses à cacher sur ton ordi, c'est pas bon. Mais les mots de passe, tout le monde a des choses à cacher. C'est un peu comme le navigateur sur Internet. Soit tu navigues en public, soit tu navigues en privé. Et je pense que là, il y a des gens qui n'ont rien à cacher sur leur ordi et seront bien contents d'avoir cette fonction recall parce que ça leur servira et ça leur sauvera peut-être la vie à des moments précis. Et puis ceux qui ont un ordi un peu, on va dire, à multi-usage pourront le désactiver en fait. Ouais. Tu vois, il faut pas... c'est plutôt positif, je pense. Bon. C'est Elon Musk qui a réagi là-dessus. Et toi? Oui, c'est Elon Musk qui a réagi là-dessus. Et toi? Moi, j'ai pas d'avis, parce que j'anime l'émission, donc je donne pas mon avis. Bravo. Bon, ça c'était un petit peu les à côté des annonces Microsoft. Si on revient un instant sur l'IA, après on passera à autre chose, mais sur l'IA, il y aurait tellement de choses à dire encore. Et François, tu m'as confié un truc tout à l'heure, entre deux sandwichs, à propos de OpenAI 4O. On est en train, apparemment, de découvrir aussi les effets pervers potentiels de cette super IA conversationnelle. Donc, on rappelle que GPT-4O, ça va permettre notamment de converser oralement, vocalement avec son assistante, prendre des photos, lui demander qu'il nous décrive, etc., etc. Mais derrière tout ça, il y a du réseau, il y a des contraintes et il y a déjà des problèmes qui se posent. Ouais, sujet très intéressant qu'on a abordé dans Tech & Co. C'était le Tech & Co de jeudi avec Bruno Zerbib, qui est le directeur d'innovation de Orange, et qui m'expliquait ça. Et je suis tombé des nues parce que franchement, c'est un sujet hyper intéressant. L'arrivée de GPT-4O inquiète les opérateurs télécoms parce que dans quelques mois, quelques années, lorsque on sera très nombreux à utiliser cette technologie, on va poser des questions à GPT-4O et lui nous répondra instantanément. Et en fait, c'est une charge monstrueuse pour les réseaux. Et Bruno Zerbib me disait qu'ils voient arriver ça comme ça, et ils sont très inquiets. Alors, ils sont en train de surdimensionner les réseaux, etc. Mais ils disent, heureusement qu'on a lancé la 5G, parce que la 5G va pouvoir nous permettre d'avoir ces échanges, ces énormes flux de données. Donc, c'est le choc. Et il nous expliquait que finalement, avec ton téléphone, la plupart du temps, tu es plutôt un client de download. C'est-à-dire que sur ton téléphone, tu reçois de la donnée, t'en émets un peu, mais pas beaucoup. Là, avec GPT-4O, ça change tout. Tu émets autant de données que tu en reçois. Et pour les opérateurs, c'est un sujet. C'est un sujet parce que ça va changer la structure des réseaux. Et ils l'ont imaginé, en tout cas, ils ont envisagé tout ça avec l'arrivée de GPT-4O. Je trouve ce sujet passionnant. Oui, faudra creuser, faudra vérifier que c'est pas encore un peu une manœuvre, on va dire, visant à renforcer la place des opérateurs pour ensuite aller demander à ce que OpenAI ou autres mettent la main au porte-monnaie pour financer les réseaux et compagnie. C'est un peu toujours la même histoire aussi. Je sais pas si tu t'amuses de temps en temps à faire des speed tests, mais quand tu fais des speed tests, que ce soit en 4G ou en 5G, tu as beaucoup plus de download que d'upload. Oui.
Parce que la technologie des réseaux aujourd'hui fait que ces réseaux ont été plutôt fabriqués pour que tu télécharges et non pas que tu envoies, d'accord ? Et le problème de GPT-4o, c'est que tu envoies autant que tu reçois. Oui, mais c'est déjà le cas avec la vidéo. Aujourd'hui, oui, mais la tu envoies vidéosurveillance. Bien sûr, mais tout le monde n'envoie pas des vidéos tout le temps. Non, c'est sûr. Alors qu'avec GPT-4o, peut-être que s'il y a une adoption massive de cette technologie, ça va peut-être changer les équilibres de téléchargement et de chargement. C'est ça que mettait en avant Bruno Zerbib. Mais tant qu'on est dans le texte et dans l'audio, ça va. Mais c'est quand on passera au mode vidéo, là, l'enjeu sera vraiment là. Et tu as raison. Et GPT-4o, c'est aussi du multimodal. Et c'est de la vidéo. C'est par exemple, tu filmes quelque chose, il va te dire ce qui se passe. Imagine toute le plot de vidéos que ça représente. S'il envoie toute la vidéo sur le cloud, comme ça va se passer dans un premier temps, effectivement, c'est la situation que tu décris. Maintenant, la tendance, c'est d'aller vers des modèles de plus en plus qui tournent en local sur les appareils. De plus en plus frugaux. Alors, frugaux et locaux. Surtout, voilà. Qui ne nécessiteront pas de connexion Internet, quasiment. Ça, c'est intéressant aussi. C'est la dualité, et de plus en plus, ça va être ça. Ça va être un mix entre ce qui fonctionnera en local, ce qui fonctionnera dans le cloud. J'aime ça. Frigo, locaux, Bruno. C'est très beau. Je pense que c'est vers là qu'on Ça pourrait être presque la conclusion, mais on n'y est pas encore. Il veut partir. Non, mais non. Attends, on est tellement bien, il y a la lumière, on a le micro. On est bien là, tous les trois. On a plus chaud que chez Microsoft. Ah oui. On raconte ou pas ? Oui. Oui, non, mais vous devriez, c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. C'est pas de leur faute. On va vous raconter, on aime bien vous raconter un petit peu les dessous. Avec Jérôme, on est allé à une présentation Microsoft dans Vivatech. Ils avaient loué une petite salle privée, tu sais, comme il y a derrière, derrière les stands. Et pour nous présenter Copilote Plus, on trouvait intéressant de découvrir tout ça. Ouais. On arrive là-bas, Bruno, il faisait... Alors, j'exagère pas, hein. Il devait faire quoi, 10 degrés On se serait cru au Canada. 8 degrés. Parce qu'on était en fait en dessous une énorme clim. Et on arrive là-bas, tous les représentants de Microsoft malades, parce qu'ils sont là depuis hier, ils n'ont pas réussi à régler le problème. Ouais. Le speaker, il parlait comme ça. Il n'y avait plus de voix, le speaker. Il n'avait plus de voix. C'était horrible. Et j'étais à deux doigts de rigoler parce que ça devenait ubuesque cette situation. Tout le monde était comme ça. Le gars de Microsoft qui expliquait le ChatGPT, OpenAI, etc., il n'avait plus de voix. Et nous, on était là comme ça. C'était un peu gênant. Tu vois, t'as encore de tout maintenant. Ah non, mais j'espère qu'on n'aura pas attrapé. C'est pas sûr que tu aies encore ta voix pour tes émissions de demain. Être aux États-Unis, tu te fais une fortune. Parce qu'après, tu peux les poursuivre. Bien sûr. Ah ouais. Mais bon, on est en France. Non, mais et puis on les aime bien Microsoft. Bon, avant qu'on passe à autre chose, est-ce que toujours sur l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui vous a marqué sur le salon, que vous avez l'IA ou le nouveau meilleur ami de l'IA qui est la robotique dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Non, mais moi, si je peux me permettre, je dirais que la semaine dernière, quand il y a eu coup sur coup l'annonce de OpenAI et Google, je me suis dit, on passe à une autre étape. De l'intelligence artificielle. Autant que toi, tu parlais de la nouvelle génération des robots, là, au niveau de l'intelligence artificielle, on s'approche, le principe de Turing, là, ou le test de Turing, où on a l'impression de parler à un humain, là, si on n'y est pas, on n'y sera jamais. Parce qu'avoir un temps de réponse, dans les deux cas, un temps de réponse d'une machine qui est de l'ordre de 233 millisecondes, c'est l'équivalent d'une conversation entre Jérôme et toi. C'est presque mieux que de la visio par Internet. Genre. Hein? Mais donc, c'est ça. Alors, on est à une expérience qui est presque humaine de communication et de rétroaction. Et ça, j'avoue que j'ai eu un petit frisson dans le dos quand j'ai vu ça arriver. Je disais, on vient de tomber... Il y a un chapitre qui s'est fermé, puis il y en a un autre qui vient d'ouvrir. Bien sûr. Bon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a vraiment passé un cap. Un dernier mot sur l'IA. Moi, je voudrais signaler à ceux qui nous écoutent sur l'aspect véritablement sociétal qu'on évoquait tout à l'heure. On sait qu'il y a le message rassurant par rapport à l'emploi, il y a aussi le message rassurant par rapport à IA for good, IA éthique, il y a marqué IA éthique sur plein de stands ici à Vivatech. J'ai interviewé, moi, le directeur de l'organisme qui s'appelle make.org, qui essaye justement de mettre un peu, qui travaille avec qui vient de s'associer avec le CNRS, avec des grandes universités, pour
lancé une initiative de commun démocratique. Alors c'est un mot qui veut dire qui est un peu mystérieux. En gros, c'est définir des règles démocratiques pour les modèles d'intelligence artificielle, pour éviter que les modèles fassent n'importe quoi et piétinent les règles qui permettent à la démocratie de fonctionner. Donc c'est réduction des biais. Les biais, on les connaît, c'est par rapport au genre, par rapport aux origines ethniques, mais aussi par rapport au fonctionnement des groupes. Qu'est-ce qu'un groupe majoritaire, un groupe minoritaire, comment est-ce qu'on intègre ça dans des modèles d'intelligence artificielle. C'est super intéressant et c'est une initiative qui est française et qui mais va s'internationaliser. Donc je vous invite à écouter cette interview d'Axel Daucher de make.org. Ça me surprend, tu n'es pas revenu sur les propos de Yann LeCun. Alors Yann, oui, c'est vrai, tu as raison. C'était pas banal, hein? Ouais. Quand il dit aux jeunes qui veulent s'intéresser à un boulot dans le monde de l'intelligence artificielle, de ne pas s'intéresser au LLM en disant que ça appartient déjà aux gros géants de l'informatique, vous pourrez rien changer. Travailler sur le futur de l'intelligence artificielle. Il a dit mercredi lors de son intervention, mais tu sais que c'est pas nouveau, Bruno, parce que c'est la position de Yann LeCun depuis très longtemps, qui est pas facile à expliquer parce qu'elle fait vraiment appel à des notions techniques très puissantes, mais en gros, c'est ce qu'il appelle les modèles autorégressifs qui font fonctionner aujourd'hui OpenAI, etc. Et pour lui, c'est pas bon, et c'est pour ça que lui, il travaille sur le next-gen de l'IA, qui est une autre approche, mais là, on rentre dans des trucs mathématiques et autres qui sont extrêmement... Moi, je me méfie quand même. Il le dit depuis le début, ça. Tu vois, alors Yann LeCun, on le sait, immense respect, le pont de l'IA, mais... Il n'est pas neutre, c'est ça que tu vas dire. Il n'est pas neutre. Critiquer ChatGPT, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, surtout quand on travaille pour Meta, et qu'on a des années-lumière de retard par rapport à OpenAI. On perd toute crédibilité, même si c'est Yann LeCun. Tu vois ce que je veux dire? Ce gars-là, c'est normal, il est payé par Meta. Il fait partie de cette boîte. Comment veux-tu qu'ils disent OpenAI, c'est génial, ChatGPT, c'est la révolution? C'est pas possible. Donc, je pense que même s'il faut l'écouter avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de respect, parce que, voilà, c'est Yann LeCun, je suis un peu méfiant de son parti pris, si tu veux, par rapport à la boîte qui l'emploie et qui le paye. Sans doute, très bien, d'ailleurs. Alors, moi, je vais émettre une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Et voilà, c'est que, en fait, je pense qu'il défend la voie d'une certaine pureté scientifique. Je m'explique. C'est-à-dire que pour lui, pour arriver à la vraie, parce que c'est ça le but du jeu, à une intelligence artificielle encore plus puissante que ce qu'on a aujourd'hui, la voie royale, c'est celle de Yann LeCun. C'est une autre approche, sortant des LLM, etc. Et c'est pour ça qu'il dit les LLM n'iront pas. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où les LLM actuels, OpenAI, avec la puissance matérielle qu'il y a derrière, qui permet de compenser tout ce qu'on croyait être des barrières technologiques. Typiquement, le délai, quand tu poses une question, on se disait, mais on ne pourra jamais avoir ça. On ne pourra jamais faire tomber ce délai-là. Ça y est, il vient de tomber avec Chat 4o. Grâce à tu sais, ça me fait penser à des voitures thermiques. On dit, mais on ne pourra jamais faire des trucs qui vont super vite, qui ont une super reprise et qui sont silencieux et qui ne polluent pas. Et en fait... en bidouillant et en mettant tout le savoir-faire technologique des ingénieurs de l'automobile là-dedans, on arrive à faire des voitures thermiques, c'est-à-dire avec une vieille technologie qui est pas bonne. Le moteur thermique, il a une mauvaise efficience par rapport à l'électrique, etc. Et on arrive à faire des voitures thermiques qui sont quasiment aussi bonnes que des voitures électriques. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette histoire-là, elle s'est reproduite plein de fois dans l'histoire des technologies. C'est-à-dire que la voie la meilleure scientifiquement n'est pas forcément celle qui gagne parce que commercialement, parce que avec en boostant telle et telle chose, en améliorant des technologies qui sont pas forcément très très bonnes intrinsèquement, on arrive malgré tout à faire la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que rappelle-toi Bill Gates, c'était quoi dans les années 80, qui avait dit Internet ne marchera jamais. Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. C'est pas parce que tu es on va dire, référent dans un domaine que tu peux pas te tromper. Non, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Tu as raison. Et aujourd'hui, moi, je vois plutôt le pragmatisme de la puissance d'OpenAI et de ChatGPT qui nous bluffe chaque seconde. Ok ? Donc, j'essaie de temporiser ce que tu dis, dans le sens où
voilà, Yann Lequin a sa vision des choses, mais c'est pas forcément la, comment dirais-je, la voie qui va gagner, qui va éclore demain. C'est ça qui va gagner. Le truc, tu vois. Ouais, et c'est intéressant. Voilà, rendez-vous dans 10 ans. Il nous reste un gros quart d'heure. Un mot de la mobilité, qui est une grosse thématique ici à Vivatech. Il y a pas mal de choses. Êtes-vous allé voir l'attraction du salon ? Attraction parce qu'en France, on l'avait jamais vu jusqu'à présent. C'est le Cybertruck de Tesla. Ça fait rire, Bruno. François, je sais que tu l'as vu puisqu'on l'a vu ensemble. Ah bah oui. Mais toi, ça te bouleversifie pas, hein ? Non, écoute, non, je trouve que bouleversifié. C'est vraiment la voiture de Donald Trump, quoi. Je trouve. Ah, c'est bon. Le Cybertruck. En version dorée, il faudrait. Non, mais même, je sais pas, ça représente l'excès, comment dirais-je, je veux pas faire de politique ici, mais c'est vraiment la démesure dans le côté inutile. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, chez nous en Europe. Ouais. Peut-être qu'aux États-Unis, ça a du sens, mais cette voiture, à quoi elle sert en fait? Bruno, quand tu traverses la Gaspésie, toi, en voiture, t'aimerais ça aurait pas été un beau, truc hein? comme ça? Non, mais j'aime l'image que tu donnes. On pensait que le Hummer était la limite. Eh ben non. Il a surpassé le Hummer, ce qui est quand même pas rien. Hein. C'est GM qui doit être déçu. C'est une hérésie, cette voiture. 3 tonnes 6, je sais pas combien, il y a centaines de chevaux électriques dedans. C'est la démesure totale. Non, c'est sûr que Anne Hidalgo voit ça, elle tombe dans les pommes. Tu feras jamais rouler ça dans Paris. Je suis pas d'accord sur plein de choses avec Anne Hidalgo, mais c'est too much. Mais quoi. c'est pas fait pour nous. On est d'accord. Et de toute façon, elle va pas sortir en France. Non, elle est même pas autorisée. Voilà, parce que je sais pas quoi. Mais même en termes de sécurité, c'est-à-dire que par exemple, elle est tellement biseautée. Le design de cette voiture est tellement biseauté qu'elle est interdite en France parce que si elle heurte un piéton, le piéton il est capote instantanément. En fait. Oui, il y a des arêtes très vives, qui sont. Enfin voilà, donc cette voiture ne pourra pas sortir en France. Ou alors il faudrait changer la réglementation, ce qui à mon avis risque d'être un peu compliqué. Mais aux États-Unis, c'est pas la même chanson. D'abord en termes de volume, c'est l'équivalent des trucks dont les Américains raffolent. Voilà, moitié voiture, moitié camionnette, moitié camion. C'est un peu c'est la même idée, c'est la même chose. Et les arêtes en question, bon, si ça zigouille un bison au passage, c'est pas très grave, quoi. Enfin, non pas qu'il y ait des bisons dans toutes les rues des villes américaines, mais je trouve que c'est un ovni sur 4 roues. Inventé par Elon Musk, qui sert pas à grand chose. Ouais, alors tu sais que tout le monde n'est pas de ton avis parce que voilà, il y a on a je pense notamment, tiens, on va le citer parce que je sais qu'il nous écoute, c'est Emmanuel Oregano, voilà, bien sûr, d'Electron Libre et qui .info et qui est attaché de presse Tesla aussi, je crois. Il est pas officiellement attaché de presse Tesla, mais il est fan de Tesla. Je te fais un bisou, hein, Manu. Je suis sûr qu'il serait ravi d'être là, Emmanuel, pour nous raconter tout ce qu'il adore dans cette voiture. Lui, il est monté à l'intérieur, il se pâme devant l'intérieur. Il se met nu dedans, je crois. Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il adore. Et Bruno, comment tu la trouves, cette voiture? Écoute, j'aime pas ça. Il paraît que technologiquement, c'est une merveille, hein. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Oui, mais techniquement, c'est une Tesla. Non, merveille technologique, Tesla. Ça va plus loin. Il y a une histoire de réseau interne qui est unique dans l'industrie automobile. Que même Elon Musk a jeté ça en pâture aux autres constructeurs automobiles en leur disant voilà ce qu'il faut faire maintenant, etc. Non, ça va loin. C'est une superbe réalisation d'ingénieur, on s'entend. Ouais. Mais je pense que ça s'arrête là. C'est bon pour faire le tour du monde dans des foires comme ici, mais je pense que ça devrait rester là. Mais bon. Enfin, ça roule aux États-Unis. Moi, j'étais en Floride il y a un mois. J'en ai vu garer le long de la route et qui circulait. Mais j'en ai pas croisé entre Montréal et la Gaspésie. T'en as pas vu? Ah non. Ça arrivera. Bon, enfin, c'est une des attractions. Il y a aussi les voitures chinoises qui font parler d'elles ici, qui sont beaucoup plus soft, qui sont des SUV électriques, bourrées de tech. Pas dégueu. Moi, je suis monté à bord d'une Xpeng
avec le siège chauffant côté conducteur, c'est un petit bonheur. Vous savez que les massages en Chine, c'est un truc très important. Donc, hors de question de sortir une voiture qui n'a pas des sièges... Non, pas, j'ai dit chauffant, les sièges massants. Quand même. Oui, parce que chauffant, ça existe. Oui, chauffant, ça existe. Mais même massant, ça existe sur des voitures haut de gamme, oui, non? ça existe. Ouais, Les voitures, oui, tout à fait. Non, mais en fait, ils vont pas beaucoup plus loin que ce qui existe déjà sur les voitures européennes. Et pourquoi même les aller prix plus loin? Si on va offrir ces voitures-là à rabais, Mais l'innovation des voitures L'instant- chinoises, Jérôme, je pense qu'elle est surtout sur le prix. ouais. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pas tant que ça. Non, mais pas Parce que aujourd'hui. ça coûte 60, 80 000, Bien sûr. 10 000 euros. Mais je pense que ça va changer. Ça va changer parce que ils savent très bien que s'ils veulent s'imposer sur le marché européen, occidental, on va dire, ils vont être obligés de casser les prix. Et c'est pas en sortant des voitures à 60 000 euros. 60 000 euros, tu vas acheter une Porsche, tu vas acheter une petite Porsche, tu vas acheter une BMW ou une Audi. Tu vas pas te prendre une voiture chinoise aujourd'hui. Mais Bah, c'est la peut-être que question. demain, C'est la question. à 25, 30 000, 20 000 euros, Ouais. peut-être que là, parce Bien sûr. que ils ont des supply chains qui permettent de faire des voitures à ces prix-là, alors que nous, en Europe, on aura beaucoup plus de mal, et bien là, peut-être qu'ils ils casseront la baraque, tu vois. Mais ce qui est intéressant aussi, là encore, c'est la conception de ces véhicules qui sont... c'est quand même quelque chose de nouveau. C'est des voitures qui sont conçues comme des produits high-tech, où on conçoit à la fois la plateforme matérielle et la plateforme logicielle. Hein, c'est ce qu'ils appellent le concept de Mais ça, software-based. ouais. Mais ça ramène à la voiture de Sony il y a quoi? Oui, Il y a la voiture de 4-5 ans, Sony, quand du CES. Sony avait fait Tout à peur aux constructeurs automobiles C'est en vrai. disant, vous savez, nous, on pourrait faire une voiture et vous savez qu'il y a déjà plusieurs composantes qui sont déjà dans vos bagnoles. Exactement. Et on n'avait pas compris en fait le message qu'ils voulaient faire passer, mais c'était déjà ça en réalité. C'était Alors c'est avec Honda hein, que Sony fabrique cette voiture. Maintenant, ouais. Elle devrait sortir en 2026. Ça va être intéressant de voir au CES Ah, le 2025. prochain, ouais. Ils vont sans doute nous en dire plus si c'était vraiment du fake ou s'il y a véritablement dans le pipe cette voiture qui devrait sortir. Mais non, à surveiller la Chine. Ça va être, Ouais. à mon avis, hyper intéressant. Alors, il y a Xpeng, il y a BYD aussi qui va arriver, enfin qui arrive là, avec des voitures aussi très intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que finalement, c'est la tech qui est importante. Le moteur électrique, la carapace de la voiture, elles se ressemblent toutes, ces voitures. C'est presque secondaire, ils achètent ça sur étagère. Mais après, ce qui fait la différence, c'est vraiment toute l'ingéniosité électronique Bien sûr. et l'interface, l'autonomie des véhicules, etc. etc. Et ça, merci Tesla, quoi qu'on dise. C'est Merci Tesla qui Tesla. a inventé ce concept-là. On est d'accord. Alors face à ça, il y a les constructeurs européens qui essayent aussi d'être présents à Vivatech. Donc il y a Peugeot qui montre un Ouais. concept Ben, car. il y a- Je ne sais pas si tu l'as vu, Bruno. Ouais. Ouais. Oui, je trouvais intéressante. Au début, j'avais pas vu que c'était Peugeot. Je me suis dit, tiens, un Chinois. Oui. Je veux pas insulter personne, mais je pensais que ça... Et puis après, j'ai vu, c'est écrit Peugeot, mais ça fait très chinois. Ça fait très chinois. C'est une voiture sans. Enfin, le volant est réduit à sa plus simple expression. Hein. Ouais. C'est surtout des commandes. Ça ressemble aux démos qu'on voyait de Volkswagen à une certaine époque, quand on nous présentait les voitures du futur. Hein. Mais bon, c'est un concept car, ça, de toute façon. Ouais. Et il y a nos amis de Software République aussi, qui est ce groupement entre non seulement Renault, mais aussi plein d'autres sociétés, Orange, Dassault Systèmes, Thales, je crois, etc. Et qui présente un truc qui est assez original ici sur Vivatech, hein, François. Oui, c'est une espèce de van. Alors, c'est qu'un concept encore. Espérons que ça arrive jusqu'au bout, mais c'est un concept de van électrique donc fabriqué par Renault, où il y a énormément de briques de Software République, et notamment l'un des petits acteurs qui s'intègrent, c'est WeThings, qu'on connaît bien, et qui en fait arrive avec une espèce de cabine de téléconsultation qui est dans ce van. Et l'idée, c'est d'avoir une cabine de téléconsultation qui est ambulante, un peu comme les vendeurs ambulants qu'on a tous connus, tu sais, dans les petits villages, le boucher, le boulanger, qui passaient 2 fois par semaine. Et bien là, l'idée, c'est d'aller dans les déserts médicaux, là où il n'y a pas de médecin généraliste, pour pouvoir, pour les personnes qui en ont besoin, souvent ce sont des personnes âgées, en plus, dans ces coins-là, eh bien, de leur proposer, après, il faudra que tout ça se mette en place avec la sécurité sociale, mais pourquoi pas des
si prise tu veux, de des tension, espèces de consultations itinérantes, en quelque sorte. Voilà, diagnostic auditif, visuel, et Mais même plus loin, on imagine même, par exemple, avoir des éléments de radiologie. Oui, tout à fait. Il y a un petit appareil de radiologie qui peut être embarqué à bord. C'est une super idée, franchement. C'est vraiment chouette. Et en plus, le concept, en fait, là, c'est l'application, elle est médicale. Ce qu'ils appellent un pop-up, en fait. C'est une espèce de cellule qu'ils mettent sur une base de véhicules utilitaires classiques. Mais ils ont déjà aussi le projet, ça peut être décliné sur d'autres thématiques. Ils ont, par exemple, il y a des trucs pour plus inclusion. Enfin, il y a différentes thématiques qui peuvent être explorées par Software. La santé n'est qu'un aspect, en fait, de ce van. Mais c'est vrai que ça répond à un besoin qui est une certaine désertification. Il y a plein d'endroits en France où il y a de moins en moins de médecins, etc. Et ça permet. Et derrière, il y aura aussi de l'IA pour piloter l'envoi. Où, dans quelle zone envoyer, quel type d'équipement, quel type d'équipe, etc., etc. Et tout ça, il y a un logiciel qui est proposé pour. Il manque plus que les bornes électriques, en fait. Et on est bon. Ouais. Alors, je taquine là, mais c'est vrai que. Il y a aussi un plan très important d'électrification. Voilà, d'électrification du réseau routier français, avec des plans très ambitieux de centaines de milliers de bornes électriques qui devraient être comme ça dispersées sur tout le territoire. Un dernier mot, les amis, en matière de mobilité. Il y avait quelque chose qu'on espérait peut-être voir à Vivatech 2024 et aux Jeux Olympiques, et que finalement on ne verra pas. C'est les taxis volants. Ouais. J'ai une info. Ah oui. Alors vas-y. Et sinon, j'en ai une autre. Alors vas-y, Bruno, commence, vas-y. Non, moi, la bonne nouvelle, c'est que vous les verrez, mais ils ne seront pas encore en version commerciale. Non, ils seront en démonstration, ils seront dans un coin. Au moins, ils vont être là, ce qui fait que Paris sera officiellement la première ville dans le monde à offrir un service de navette du genre. Ah ouais? C'est ce qu'on start chez l'Allemand. Alors, François. J'ai interviewé les patrons d'ADP. Oui. Au cœur du projet avec Volocopter. Paris. C'est vrai que le plan a été revu à la baisse parce qu'il y a eu plein de, de réticences politiques, notamment la mairie de Paris qui était contre parce que c'était une hérésie environnementale, ce qui est faux en fait. C'est pas une hérésie environnementale, c'est un hélicoptère électrique. Donc voilà. Et en fait, il devait y avoir des vertiports qui devaient être construits sur la Seine notamment à différents endroits de Paris pour que justement on puisse avoir des vertiports, enfin des navettes qui se créent. Il n'y aura pas de vertiport, mais le patron de ADP m'a garanti qu'il y aura des vols de démonstration pendant les Jeux Olympiques. La certification finale, parce que en fait, c'est très compliqué ce truc-là. Pour que cet hélicoptère électrique vole, ce drone électrique, il faut qu'il ait une certification qui est d'un niveau d'exigence incroyable. C'est comme si on certifiait un Airbus A321. Il faut qu'on soit sûr et certain que ça ne tombe pas en panne et qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà. Donc imagine un peu le travail que c'est. C'est un truc incroyable. Et ils sont au bout de cette certification. On ne sait pas si la certification aura lieu avant les JO ou après les JO. Si elle n'a pas lieu avant les JO, il pourrait y avoir une dérogation pour qu'il y ait malgré tout, avec des ingénieurs à l'intérieur de ce drone, des vols de démonstration qui seraient gratuits pour toutes les personnes qui veulent tenter l'expérience. Mais d'après ce que me disait le patron d'ADP, la certification, on serait au bout du bout et elle pourrait arriver au plus tard, en octobre prochain, où là, ça serait la certification définitive et on pourrait avoir un modèle économique de navettes qui pourrait transporter les passagers, en fait. Donc, en fait, c'est encore en point d'interrogation pour les JO. Mais il y en aura des JO. Alors, non, il y aura des drones volants pendant les JO, ça c'est certain. Et ce sera quoi? Volocopter, Airbus? Volocopter, donc le gros volocoptère qui est ici à Vivatech. C'est exactement l'appareil. Il est énorme. Mais il y a une résilience de la part d'ADP, parce que ça a été très compliqué cette histoire-là. Ils ont eu des obstacles dans tous les sens. Mais entre le gouvernement qui veut absolument pousser ça et ADP, ils vont arriver à avoir quelques vols de démonstration. Ouais, parce qu'il y a un côté un peu idéologique derrière. On sait que derrière l'opposition. Non, mais parce que c'est un truc élitiste. Effectivement, on est dans une ville. Jérôme, c'est élitiste en 2024. Peut-être que dans 20 ans, ça ne sera pas élitiste. Et forcément, enfin, je veux dire, la première maison qui a eu l'électricité, c'était des nantis. Tu vois ce que je veux dire, mais il faut passer par ça. Et c'est vrai qu'au début,
Ça sera une technologie qui sera réservée aux plus riches, peut-être aux plus courageux aussi, parce que monter là-dedans, bon voilà. Il faut des pieds. Mais peut-être que dans 20 ans, on dira, mais évidemment... On passera d'un 2 places à un 42 places. Ça va être beau à voir passer. Ouais. Et justement, Xpeng... Et imagine le symbole que c'est pour la ville de Paris, pour la France, pendant les JO, ça serait les premiers drones électriques qui voleraient au-dessus de Paris. Ah bah finalement. oui, ce serait... C'est formidable. Ouais. Ce serait formidable pour certains, ridicule pour d'autres. Mais comme tout, Géraud. Oui, Il y a non, mais des moi trucs je qui me sont- fais le porte-parole simplement de... Voilà, Oui, il y a des oppositions. Jérôme, très ça fait fortes, hein. 30 ans qu'on parle de choses ridicules pour certains. Non. J'imagine. Ça en est Bon, que plus. c'est les tout. amis, tiens, justement, je renvoie à l'interview d'une part de Xpeng, et puis aussi, on parlait de Software République, d'Eric Fenton, qui nous dit tout sur ce concept-là d'espèce de dispensaire, de médical mobile. Merci beaucoup, Bruno Guglielminetti et François Sorel, d'avoir été Merci à toi. pour ce débrief en audio et en vidéo sur Monde Numérique. C'était super. Je précise que, surtout, n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires. J'en ai reçu encore plein cette semaine. Merci à vous. De noter le podcast sur toutes les plateformes. De participer au On peut mettre des sondage. notes négatives ou pas? Vous Ça avez marche. participé au sondage de Monde Numérique? Oui, tu peux mettre des critiques. Ah, ça c'est cool. Tu as le droit. Non. Ah oui, c'est ce qui fait avancer le bouchon. Hein. Et puis tu dois aller répondre au sondage aussi. Ah, il faut aussi Dire voilà, faire ça. quel âge tu as, quel métier tu fais, pourquoi Super. tu écoutes ce podcast. Moi, je suis ce que t'aimes, ce que reparti à t'aimes. Montréal. Là, s'il faut aussi que je me monter tape sur un ça. drone électrique en Ah ouais? Tu repars à Montréal tout de suite, toi, Ben presque, oui. hein, Bruno? Moi, j'attends de fermer le micro, je m'en retourne. Non mais déjà on va se faire un dîner tous les 3 ce soir. Oui, mais ça, bon, ça ne regarde que nous, en fait. Ouais mais avant qu'ils partent. Avant qu'ils partent. Et puis ça vous prouve aussi qu'on se retrouve pas que pour parler tech quoi. Il y a des moments où on va Des parler vrais amis en vrai, en dehors du micro, c'est ça que Mais tu pas voulais que. dire. C'est incroyable. Voilà. Je crois que Jérôme serait capable de mettre un micro pendant la poire écossaise. Moi, je vais regarder le pot de fleurs dans le milieu de la table, peut-être. Allez, on se retrouve le mois prochain si vous êtes d'accord. On sera en visio, mais on sera là normalement pour un nouvel épisode du Grand Débrief. Merci les amis. Salut Jérôme. Salut à tous. Salut. Le Grand Débrief de Monde Numérique vous était présenté en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.